Michael Pearson ajusta sa cravate, une manie nerveuse qu'il avait depuis ses 20 ans chez Belridge Financial. À 52 ans, il avait atteint ce que la plupart considéraient comme une vie confortable, un poste de cadre supérieur chargé de clientèle, une maison de style colonial en banlieue et 23 ans de mariage avec Catherine, son amour de fac. La sécurité de la routine était devenue à la fois son confort et sa prison. Encore une soirée tardive, Monsieur Pearson? Le gardien de sécurité acquiesça tandis que Michael badgeait à 19h30. Le dossier Westland. Les chiffres doivent concorder avant la réunion de demain, répondit Michael, esquissant un sourire fatigué. Son téléphone vibra. Catherine, encore tard ce soir, chérie. Ne m'attends pas. La 3e fois cette semaine. La 12e ce mois-ci. Michael fixa le message, le nœud familier dans son estomac se resserrant. Il s'était dit que c'était à cause de sa promotion au poste de chef de service dans sa maison d'édition, des responsabilités accrues, des nouveaux auteurs qui nécessitaient son attention. Pourtant, quelque chose dans sa voix avait changé ces derniers mois, une certaine légèreté quand elle recevait certains appels, la façon dont elle détournait l'écran de son téléphone quand il entrait dans la pièce. Son estomac gargouilla, lui rappelant qu'il avait sauté le déjeuner pour un appel client. Au lieu de rentrer dans une maison vide, il décida de s'offrir un dîner chez Magnolia, un nouveau restaurant chic du centre-ville que Catherine avait mentionné vouloir essayer. Peut-être la surprendrait-il avec une soirée en amoureux là-bas quand leurs emplois du temps s'aligneraient. Le maître d'hôtel le conduisit à une petite table dans un coin, partiellement isolée par une cloison ornementale de plantes suspendues et de paravents décoratifs. Parfait pour un homme dînant seul qui ne voulait pas avoir l'air esselé. Michael commanda un whisky sec et étudia le menu, l'esprit encore à moitié absorbé par les chiffres du dossier Westland. Le restaurant avait une ambiance chaleureuse au bois sombre, éclairage ambré et le doux murmure des conversations ponctuées de rires occasionnels. Un dîner d'affaires à sa gauche, ce qui ressemblait à un premier rendez-vous à sa droite. Michael prit une lente gorgée de sa boisson, laissant la chaleur se répandre dans sa poitrine, essayant d'apaiser la tension perpétuelle qui était devenue sa compagne. Quand il l'entendit, il se figea, à moitié gorgé. Le rire de Catherine. Distinctif et musical, le même rire qu'il avait attiré vers elle à travers une place bondée de l'université, il y a 25 ans. Un rire qu'il n'avait pas entendu chez eux depuis des mois. Michael abaissa lentement son verre, son cœur se mettant soudain à battre à tout rompre. La cloison bloquait sa vue directe, mais le son venait de juste derrière. Il resta parfaitement immobile, s'efforçant d'entendre par-dessus le bruit ambiant du restaurant. « Tu es terrible. » Sa voix. Indubitablement la sienne, avec un ton enjoué qu'il reconnaissait à peine. « On ne peut pas continuer comme ça, tu sais. » Une voix d'homme répondit, trop basse pour que Michael puisse saisir les mots, mais le ton intime était clair. Puis Catherine de nouveau, « Et si quelqu'un nous voit ?» Les mains de Michael commencèrent à trembler. Il les posa à plat sur la nappe pour les stabiliser. Avec une précision mécanique, il sortit son portefeuille, laissa suffisamment d'argent pour couvrir son whisky intact et se leva. Ses mouvements semblaient déconnectés de son corps, comme s'il dirigeait les membres d'un étranger. Avec une désinvolture délibérée, il se dirigea vers le panneau des toilettes, ce qui le ferait passer devant la cloison qui dissimulait la table de sa femme. Le temps ralentit alors qu'il tournait au coin. Là était assise Catherine, dos à lui, les cheveux coiffés différemment que lorsqu'elle avait quitté la maison ce matin-là. En face d'elle se trouvait un homme que Michael n'avait jamais vu, peut-être 40 ans, les cheveux poivre et sel et une montre coûteuse qui captait la lumière alors qu'il tendait la main à travers la table pour prendre celle de Catherine. Aucun d'eux ne remarqua Michael. Il vit l'alliance de Catherine scintiller à son doigt alors qu'elle l'entrelaçait avec celui de l'étranger. L'intimité du geste le frappa comme un coup physique. Dans ce moment suspendu, Michael catalogua les détails avec une clarté bizarre, la bouteille de Cabernet à moitié vide entre eux, les restes du dessert au chocolat qu'ils avaient apparemment partagé, la légère tache de rouge à lèvres de Catherine, la façon dont son corps se penchait vers l'autre homme avec un désir indéniable. Michael continua à marcher, entra dans les toilettes et s'enferma dans une cabine. Son reflet dans la porte de métal poli montrait un visage vidé de sa couleur. Il s'aspergea le visage d'eau froide, se regardant dans le miroir, cherchant une reconnaissance dans ses propres yeux. 23 ans, murmura-t-il à son reflet. Il sortit par la porte latérale du restaurant, avalant l'air frais de la nuit. Dans sa voiture, il resta immobile, les mains agrippant le volant, observant l'entrée du restaurant. 42 minutes plus tard, Catherine sortit avec son compagnon. Sous le lampadaire,
Michael les vit s'embrasser pas un petit bisou amical, mais une étreinte prolongée qui communiquait tout ce qu'il avait besoin de savoir. L'homme l'aida à monter dans une Audi argentée, puis s'éloigna en voiture. Michael suivit à distance prudente, ses phares éteints jusqu'à ce qu'il soit plusieurs voitures derrière. L'Audi ne se dirigea pas vers la maison de l'homme, comme Michael s'y attendait, mais vers un hôtel du centre-ville, le Westbridge, l'un des plus chers de la ville. Il les regarda entrer ensemble, remarqua la manière désinvolte dont la main de l'homme se posait sur le bas du dos de Catherine, un geste de possession, de familiarité. Michael attendit sur le parking pendant 3h17. Quand Catherine sortit seule, rajustant sa jupe et vérifiant son téléphone, il se baissa sur son siège. Il la vit appeler un VTC, attendit qu'elle soit partie, puis rentra chez lui en silence. Leur chambre était plongée dans l'obscurité à son arrivée. Le côté du lit de Catherine était vide, comme il s'y attendait. Selon son texto, elle travaillait tard. Il s'assit au bord du matelas, tout habillé, fixant la photo de mariage sur leur commode. Le téléphone de la maison sonna, le surprenant. À 23h47, ce ne pouvait être qu'une urgence ou... « Allô » répondit-il. « Michael ?»« Oh, tant mieux, tu es encore levé. » La voix de Catherine, légèrement haletante. La réunion a duré plus longtemps que prévu. Je suis dans un taxi qui rentre maintenant. Comment s'est passée la réunion, demanda-t-il, sa voix étrangement calme. Exténuant. La nouvelle série de thrillers a du retard, et le service marketing a besoin des supports promotionnels pour hier. Les mensonges coulaient sans effort de sa bouche. Tu as dîné? Oui, dit-il. Au Magnolia. Il y eut une brève pause avant que Catherine ne réponde. Ah bon? C'était bien? J'avais envie de tester cet endroit. C'était instructif, dit Michael. Quand elle rentra 20 minutes plus tard, il fit semblant de dormir. Il écouta ses mouvements silencieux dans la salle de bain, sentit le savon d'hôtel qu'elle avait utilisé pour se doucher avant de quitter son amant, remarqua comment elle avait soigneusement placé ses vêtements dans le panier à linge sale au lieu de les laisser traîner par terre comme d'habitude. Le sommeil ne vint jamais. Tandis que l'horloge digitale avançait vers le matin, Michael resta parfaitement immobile à côté de sa femme endormie, son esprit clair comme de l'eau de roche pour la première fois depuis des mois, voire des années. L'engourdissement qu'il avait envahi au restaurant laissait place à autre chose ou une rage froide et calculée qui concentrait ses pensées avec une terrible précision. À l'aube, Michael savait exactement ce qu'il allait faire. Pendant 2 semaines, Michael devint une ombre dans sa propre vie. Il allait au travail, prenait ses repas, répondait quand on lui parlait, mais sa véritable existence se déroulait dans les interstices, dans la documentation méticuleuse de l'emploi du temps de Catherine, dans l'application de suivi qu'il avait secrètement installée sur son téléphone, dans le petit carnet où il enregistrait les schémas de sa tromperie. Le nom de l'amant était David Ellison, 43 ans, récemment divorcé, un responsable marketing chez Greystone Publishing, la même entreprise où travaillait Catherine, mais dans un service différent. Ils se rencontraient 3 à 4 fois par semaine, généralement au Westbridge, parfois dans son appartement du centre-ville. Leur relation durait depuis environ 7 mois, coïncidant avec la promotion de Catherine. Michael apprit tout cela sans engager de détective privé. Il n'en avait pas besoin. À l'ère numérique, l'infidélité laissait des miettes électroniques, l'historique de localisation, SMS récupérés à partir de sauvegarde cloud, reçus par email pour des chambres d'hôtel et des cadeaux. Catherine était devenue négligente, croyant Michael trop confiant ou trop absorbé par son propre travail pour s'en apercevoir. « Tu es silencieux ces derniers temps », remarqua Catherine pendant le petit déjeuner un matin, l'étudiant avec ce qui semblait être une véritable inquiétude. « Tout va bien au travail ?» Michael la regarda vraiment et vit l'étrangère qu'elle était devenue. Ou peut-être avait-elle toujours été cette personne, et il avait été trop aveugle pour le voir. « Juste fatigué », répondit-il, donnant la même excuse qu'elle lui avait donnée d'innombrables fois. Le comte Westland est exigeant. Elle acquiesça, acceptant son mensonge aussi facilement qu'il avait autrefois accepté le sien. Ne travaille pas trop. Tu sais ce que le docteur Simons a dit à propos de ta tension artérielle. La tendresse dans sa voix lui retourna l'estomac. Comment pouvait-elle encore jouer le rôle d'une épouse concernée tout en le trahissant aussi complètement? Ce soir-là, alors que Catherine envoyait un texto à son équipe depuis le canapé du salon, Michael finalisa son plan dans son bureau à domicile. Il ne suffisait pas de la confronter à la preuve de sa liaison. Un simple divorce serait trop propre, trop facile. Elle passerait à autre chose avec David,
peut-être avec un sentiment de soulagement que la tromperie puisse cesser. Michael voulait plus qu'une fin à son mariage, mais il voulait que Catherine et David ressentent le même sentiment dévastateur de trahison, la même humiliation publique, la même destruction de sécurité qu'il avait ressenti dans ce restaurant. L'occasion se présenta 3 jours plus tard lorsque Catherine mentionna un gala de l'édition à l'hôtel Westbridge, le lieu même de ses rendez-vous réguliers avec David. « C'est ce samedi, dit-elle, évitant presque son regard. Je sais que c'est à court terme, mais aimerais-tu venir ? Ce sera peut-être ennuyeux pour toi ou juste des gens de l'industrie qui se félicitent entre eux, mais il y a un bar ouvert. » Elle prononça ces derniers mots avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Michael reconnut l'invitation pour ce qu'elle était, une tentative d'apaiser les soupçons en l'incluant dans un événement où elle et David interagiraient inévitablement. Elle se croyait assez habile pour sauver les apparences tout en poursuivant son aventure sous son nez. « J'adorerais, » répondit Michael avec un enthousiasme sincère que Catherine prit à tort pour de l'affection conjugale. Le gala serait parfait, un cadre public rempli des collègues de Catherine, l'hôtel où elle et David menaient leur liaison et, surtout, un lieu où Michael pourrait exécuter son plan avec un impact maximal. Pendant les 2 jours suivants, Michael se prépara méticuleusement. Il se rendit dans un magasin d'électronique dans une autre ville, achetant du matériel en espèces. Il téléphona depuis un téléphone portable prépayé, créa des comptes de messagerie et fit livrer des articles spécifiques à un service de réception de colis plutôt qu'à son domicile. Le vendredi, pendant que Catherine était en retard au travail, Michael se rendit au Westbridge Hotel en tant que client potentiel pour un événement. Le responsable de la restauration lui fit visiter les installations, notamment la salle de bal où se tiendrait le gala de l'édition. Michael nota la disposition, les entrées de service, l'emplacement des caméras de sécurité. Il posa des questions détaillées sur leurs capacités audiovisuelles, expliquant que sa société envisageait le lieu pour une prochaine retraite d'entreprise. Ce soir-là, Catherine rentra chez elle pour trouver Michael en train de mettre la table pour le dîner, chose qu'il n'avait pas faite depuis des mois. « Quelle est l'occasion ? » demanda-t-elle, visiblement surprise. « Un homme ne peut-il donc pas cuisiner pour sa femme ?» répondit Michael, en débouchant une bouteille de son pinot noir préféré. « Je me suis dit qu'on pourrait passer une bonne soirée avant ton grand gala de demain. » Le sourire de Catherine s'affaiblit légèrement. « C'est gentil de ta part. » Au cours du dîner, Michael fut charmant, attentif et apparemment inconscient de tout. Il lui demanda comment s'était passée sa journée, rit de ses histoires sur la politique de bureau et se remémora leurs premières années ensemble. Il observa la confusion et peut-être la culpabilité qui traversait le visage de Catherine alors qu'elle luttait pour concilier cette version de son mari avec l'homme distrait et obsédé par le travail auquel elle s'était habituée, l'homme dont la distance émotionnelle lui avait servi à justifier son aventure. « Ça m'avait manqué, » dit-elle doucement alors qu'ils débarrassaient ensemble. « Nous, parler ainsi. »« À moi aussi, » répondit Michael, et il fut surpris de réaliser que c'était vrai. La femme qu'il pensait avoir épousée lui avait manqué, une femme qui, il le comprenait maintenant, n'avait jamais vraiment existé. Le samedi arriva avec une clarté parfaite pour Michael. Pendant que Catherine passait des heures à se préparer pour le gala, nouvelle robe, rendez-vous chez le coiffeur, manucure, Michael procéda à ses derniers préparatifs. Il s'habilla avec un soin inhabituel dans son plus beau costume, ajouta une nouvelle cravate que Catherine lui avait offerte pour son anniversaire, pendant les premiers mois de son aventure, nota-t-il amèrement, et porta même l'eau de Cologne chère qui n'avait pas été utilisée sur sa commode depuis des années. « Tu es beau, » dit Catherine quand il sortit de la salle de bain, ses yeux s'écarquillant légèrement. « J'avais oublié comme tu te faisais bien. »« Et tu es magnifique, » répondit Michael, admirant sa robe noire ajustée et sa coiffure soignée. Elle était belle, cela n'avait jamais changé. Ce qui avait changé, c'était ce qu'il voyait sous la beauté. Dans la voiture, Catherine bavardait nerveusement sur les personnes qui seraient au gala, les auteurs qui pourraient apparaître, les dirigeants qu'elle devait impressionner. Michael conduisait en silence, hochant la tête de temps en temps, son esprit concentré sur la soirée à venir. « Tu es sûr que ça te convient ?» demanda Catherine alors qu'il se garait dans le parking de l'hôtel. « Ces événements de l'industrie peuvent être assez ennuyeux pour les étrangers. »« J'ai hâte d'y être, » dit Michael, et pour la première fois depuis des semaines, il disait la vérité absolue. La salle de bal du Westbridge scintillait de lustres en cristal et des sourires polis de l'élite de l'édition. Des serveurs circulaient avec des flûtes de champagne et des canapés tandis qu'un quatuor à cordes jouait discrètement dans un coin. Michael accepta une coupe de champagne, scrutant la salle avec une nonchalance calculée. « Catherine. Tu es venue. » Une femme en robe rouge s'approcha,
embrassant l'air des joues de Catherine avant de tourner des yeux curieux vers Michael. « Jennifer, voici mon mari, Michael, » dit Catherine, sa main reposant légèrement sur son bras. « Michael, Jennifer est notre directrice marketing. »« Enchanté de vous connaître, » dit Michael chaleureusement. Catherine parle en termes élogieux de l'équipe marketing. Les sourcils de Jennifer se levèrent légèrement. « Tout le monde, ou quelqu'un en particulier ?» La question portait un sous-entendu que Michael reconnut immédiatement. Jennifer était au courant de l'affaire. « Tout le département semble très innovant, » répondit Michael avec aisance, observant l'expression de Jennifer changer et devenir soulagée. 20 minutes plus tard, Catherine avait présenté Michael à une douzaine de collègues, et chaque interaction renforçait sa conviction que sa liaison avec David était de notoriété publique au sein de l'entreprise. Les regards entendus, les légères hésitations lorsque Michael mentionnait à quel point il était fier du travail de Catherine, tout était là, visible pour qui voulait bien y prêter attention. David Ellison arriva 45 minutes après le début de l'événement. Michael le repéra immédiatement, démarche assurée, costume décontracté mais coûteux, les mêmes cheveux poivrés celles qu'il avait vues au Magnolia. Le langage corporel de Catherine changea subtilement dès que David entra dans son champ de vision où elle se redressa, toucha ses cheveux, et ses yeux brillèrent d'un éclat que Michael avait autrefois cru lui être exclusivement réservé. « C'est David Ellison du marketing, n'est-ce pas ?» demanda Michael innocemment, en faisant un geste avec sa coupe de champagne. Catherine s'étrangla presque avec sa boisson. « Oui, je crois. Nous ne travaillons pas directement ensemble, mais il a mené des campagnes impressionnantes. »« Tu devrais me le présenter, » suggéra Michael. « J'adorerais en savoir plus sur l'aspect marketing de l'édition. » Le sang-froid de Catherine flancha un instant avant qu'elle ne se reprenne. « Ce n'est probablement pas le bon moment. On dirait qu'il est occupé avec les dirigeants. »« Ce sera pour une autre fois, alors, » concéda Michael, tout en remarquant le texto paniqué que Catherine envoya immédiatement en pensant qu'il ne regardait pas. Pendant l'heure qui suivit, Michael observa la danse élaborée que Catherine et David exécutaient en maintenant une distance professionnelle tout en échangeant des regards chargés de sens à travers la pièce, synchronisant leur visite au bar pour coïncider, se tenant juste assez près l'un de l'autre dans les conversations de groupe pour se frôler les mains ou les épaules de temps en temps. C'était à la fois impressionnant et esséurant. À 21h30, Michael s'excusa pour aller aux toilettes. Au lieu de cela, il se glissa dans un couloir de service menant à un local technique qu'il avait repéré lors de sa visite de reconnaissance. De la poche de sa veste, il sortit un petit appareil et vérifia que la connexion Bluetooth était active. Puis, il retourna dans la salle de bal, se positionnant près de la petite scène où le PDG devait bientôt prendre la parole. Pile à l'heure prévue, le PDG s'approcha du micro à 21h45. Tandis que la salle se calmait pour écouter son discours, Michael activa l'application sur son téléphone. Les lumières de la salle de bal baissèrent plus que prévu, et le grand écran de projection derrière la scène censé afficher le logo de l'entreprise pendant le discours s'anima avec un contenu entièrement différent. La vidéo commença à être diffusée en silence dans un premier temps. Il s'agissait d'images de vidéosurveillance de l'hôtel Westbridge montrant Catherine et David entrant ensemble dans l'ascenseur, sa main posée sur le bas de son dos. L'horodatage indiquait une date datant d'il y a 2 semaines, pendant ce que Catherine avait prétendu être une réunion de marketing tardive. La vidéo coupée pour les montrer sortant de l'ascenseur à l'étage des chambres, puis une autre caméra les montrait entrant dans une chambre. Le dernier clip les montrait en train de partir séparément, quelques heures plus tard. Un souffle collectif s'éleva de la foule alors que les gens reconnaissaient les silhouettes à l'écran. Le PDG s'arrêta au milieu de sa phrase, se tournant pour voir ce qui avait détourné l'attention de tout le monde. Catherine, debout près du devant de la salle, se figea complètement, sa coupe de champagne glissant de ses doigts pour se briser sur le sol en marbre. Michael activa la deuxième phase de son plan. Le système de sonorisation de l'hôtel, auquel il avait eu accès grâce à un pot de vin substantiel versé aux techniciens audiovisuels, se mit à crépiter. La voix de Catherine emplit la salle de bal. « Je ne peux pas continuer à lui mentir comme ça. Ça me détruit. » La réponse enregistrée de David, alors quitte-le. « Tu es malheureuse depuis des années. » Catherine à nouveau, ce n'est pas si simple. 23 ans de mariage. David, ce qui signifie 23 ans de compromis. Tu mérites mieux. Je peux t'offrir mieux. La conversation enregistrée lors de l'un de leurs récents rendez-vous grâce au dispositif d'écoute que Michael avait placé dans le sac à main de Catherine continua pendant 1 minute de plus, particulièrement pénible, avant que Michael ne l'interrompe. Un silence de stupeur s'abattit sur la salle de bal.
Tous les regards se portaient alternativement sur l'écran vidéo désormais figé, sur la silhouette paralysée de Catherine et sur David, qui s'était adossé contre un mur comme s'il cherchait à s'y fondre. C'est alors seulement que Michael s'avança, marchant calmement pour se tenir à côté de sa femme. « Catherine, dit-il, sa voix portant dans la salle silencieuse, je crois que tu connais David un peu mieux que tu ne m'as laissé entendre. » Elle se tourna vers lui, le visage exsangue. « Michael, 7 mois, continua-t-il d'un ton conversationnel. 7 mois de mensonges. De travail tard. De textos, de rendez-vous secrets et de chambres d'hôtel. Il jeta un coup d'œil autour de la salle. Apparemment, j'étais le seul à ne pas être au courant. David finit par retrouver sa voix. C'est une affaire privée. Vous n'aviez pas le droit de... Pas le droit, l'interrompit Michael, son calme de façade se fissurant légèrement. C'est ma femme. Depuis 23 ans, c'est ma femme. Quel droit aviez-vous? Catherine attrapa le bras de Michael. S'il te plaît, pas ici. On peut en parler à la maison. Michael baissa les yeux sur sa main posée sur sa manche, puis l'enleva délibérément. Il n'y a plus de nous, Catherine. Il n'y a plus de foyer où revenir. Il se tourna vers la foule stupéfaite. Je vous prie de m'excuser d'avoir interrompu votre soirée. Je pensais simplement que la vérité était de mise lors d'un événement célébrant l'art de raconter des histoires. Sur ce, Michael se dirigea vers la sortie, son pas mesuré et digne. Derrière lui, il entendit Catherine l'appeler, la voix brisée. Il ne se retourna pas. Dans le hall de l'hôtel, tandis que le murmure des conversations choquées reprenait dans la salle de bal derrière lui, Michael ressentit une étrange légèreté. Le poids des soupçons, de l'incertitude, de la tentative désespérée de ne pas voir ce qui était si clairement exposé devant lui où tout cela s'était envolé. À sa place, il y avait quelque chose de creux de propre, comme une plaie enfin débarrassée de son infection. Dehors, l'air nocturne était frais contre son visage. Michael desserra sa cravate et prit une profonde inspiration. Sa vengeance avait été exécutée à la perfection, Catherine et David exposés devant toute leur communauté professionnelle, leur liaison muée d'un secret excitant en un spectacle public sordide. Il avait préparé ce moment depuis des semaines, anticipé la satisfaction qu'il lui apporterait. Pourtant, tandis qu'il se tenait seul sur le trottoir, regardant la circulation défiler dans la rue devant lui, Michael ne ressentit aucun du triomphe qu'il avait escompté. Au contraire, un vide profond se répandit en lui, un néant là où sa rage avait brûlé si intensément quelques instants auparavant. Son téléphone se mit à vibrer dans sa poche. Catherine qui appelait, sans aucun doute. Il le mit en sourdine sans regarder et commença à marcher vers le parking. Il n'y avait plus rien à dire. Les 3 jours suivants se déroulèrent dans un flou d'appels ignorés, de SMS restés sans réponse et de nuits blanches dans un hôtel d'aéroport. Michael avait préparé une valise avant le gala, sachant qu'il ne rentrerait pas à la maison ce soir-là. Catherine avait laissé 27 messages vocaux, chacun plus désespéré que le précédent, évoluant de la colère aux supplications en passant par les excuses larmoyantes. Il n'en écouta aucun. Le lundi matin, Michael alla travailler comme si de rien n'était, bien que tout ait changé. Il se concentra sur le compte Westland avec une précision mécanique, parla à ses collègues sans révéler le tremblement de terre qui avait détruit sa vie personnelle, signa les papiers du divorce que son avocat avait préparé avec une efficacité remarquable. Ce soir-là, il se rendit à la maison pour récupérer davantage de ses affaires, programmant son arrivée de manière à ce que Catherine soit au travail. Mais sa voiture était dans l'allée. Michael resta assis dans son véhicule pendant plusieurs minutes, se demandant s'il devait revenir plus tard, avant de finalement décider de poursuivre son chemin. C'était toujours légalement son domicile. Il n'allait pas s'y faufiler comme un voleur. Catherine l'attendait dans le salon, assise raide sur le bord du canapé. Ses yeux étaient rougis, ses cheveux tirés en arrière sans ménagement. Elle paraissait à la fois plus vieille et plus vulnérable qu'il ne l'avait jamais vue. « Tu es revenu, dit-elle, la voix rauque. « Pour certaines choses, répondit Michael en se dirigeant vers les escaliers. Je n'en ai pas pour longtemps. Michael, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. Il s'arrêta, une main sur la rampe. Je crois que la phase des discussions est dépassée, Catherine. Ce que tu as fait était cruel, dit-elle, un éclair de colère perçant son extérieur maîtrisé. Tu m'as humilié devant tous mes collègues. Michael se tourna complètement vers elle, sentant un regain de la froide fureur qui l'animait depuis des semaines. Et comment qualifierais-tu exactement ce que tu m'as fait? À notre mariage?
J'ai fait une erreur. Une erreur, répéta Michael, la coupant. Une erreur, c'est oublier un anniversaire. Une erreur, c'est faire brûler le dîner. Ce que tu as fait était une campagne soutenue de tromperie. Pendant 7 mois, tu m'as menti en face chaque jour. Catherine tressaillit à ces mots. Je n'ai jamais voulu te blesser. C'est la partie la plus blessante, dit Michael doucement. Tu ne m'as même pas assez considéré pour t'inquiéter de me blesser. J'étais juste un inconvénient, un obstacle à ton bonheur avec David. Ce n'était pas comme ça, protesta-t-elle. Les choses entre nous étaient froides depuis si longtemps. Tu étais toujours en train de travailler, toujours distrait. David m'a fait me sentir vu. Et plutôt que de m'en parler, plutôt que de suggérer une thérapie ou même simplement de me dire que tu étais malheureuse, tu as choisi de tromper. Michael secoua la tête. Ne fais pas porter la responsabilité de ça à ce que j'ai fait ou pas fait, Catherine. C'était ton choix. Le tien et celui de David. Une larme coula sur sa joue. Y a-t-il un moyen de surmonter ça? 23 ans, Michael. Ça doit bien compter pour quelque chose. Pendant un instant, Michael s'autorisa à l'imaginer où le pardon, la réconciliation, la reconstruction à partir des cendres de la trahison. Mais l'image de Catherine avec David, la facilité de ses mensonges, la façon désinvolte dont elle avait jeté leur histoire commune où tout cela se dressa pour étouffer toute possibilité de rédemption. Ça comptait pour quelque chose, dit-il finalement. Pour moi. Manifestement, ça ne comptait pas assez pour toi. Les épaules de Catherine s'affaissèrent, signe de défaite. Que va-t-il se passer maintenant? Maintenant, je fais plus de valises, et puis je pars. Mon avocat contactera le vôtre. La voix de Michael était détachée, sans émotion. La maison est à vous si vous la voulez. La division des biens m'est égale. Je veux juste que ça en finisse. Et c'est tout? 2 décennies ensemble, effacées comme ça? Michael promena son regard dans le salon sur les photos au-dessus de la cheminée, les meubles qu'ils avaient choisis ensemble, la vie qu'ils avaient bâtie et qui ressemblait à présent à un décor de théâtre élaboré plutôt qu'à une maison. C'est toi qui l'as effacé, Catherine. Pas moi. Il commença à monter les escaliers, puis s'arrêta, se retournant vers elle. En valait-il la peine? En vaut-il encore la peine, maintenant que tout le monde est au courant? Le silence de Catherine valait réponse. David n'avait pas appelé depuis le gala. Sa carrière à la maison d'édition était probablement finie, sa réputation en lambeaux. Quelle que soit la passion qui avait alimenté leur liaison, elle n'avait pas survécu à son étalage public. Michael hocha la tête une fois, puis continua à monter. Il fit ses valises méthodiquement, ne prenant que ce dont il avait besoin ou des vêtements, des documents personnels, quelques livres. Le reste, les possessions accumulées de leur vie commune n'avaient plus aucun sens pour lui. Quand il redescendit, Catherine était toujours assise dans la même position, fixant le vide. Michael posa sa clé de maison sur la table de l'entrée. « Au revoir, Catherine, dit-il simplement, et il sortit. Dans sa voiture, Michael resta assis un long moment, fixant la maison qui avait été son foyer pendant 15 ans. Il s'était attendu à ressentir quelque chose en voyant Catherine, de la rage, de la satisfaction, voire de la tristesse. Au lieu de cela, il ne ressentait que le même vide qui le suivait depuis la nuit du gala. Sa vengeance, si méticuleusement planifiée et parfaitement exécutée, n'avait rien changé fondamentalement à sa douleur. En s'éloignant en voiture, Michael réalisa que son plan avait réussi sur tous les plans pratiques, mais avait échoué dans son but essentiel. Catherine et David avaient été démasqués et humiliés. Leur liaison était détruite. Mais le vide dans la poitrine de Michael restait inassouvi. Il s'enregistra dans un autre hôtel ce soir-là, incapable d'affronter l'appartement vide qu'il avait loué. Allongé sur le couvre-lit impersonnel, fixant le plafond texturé, Michael fit face à la vérité qu'il avait évitée, la vengeance ne l'avait pas guéri. Elle lui avait simplement donné quelque chose sur quoi se concentrer à part son chagrin. Le chagrin le rattrapa alors, déferlant sur lui par vagues qui le laissèrent à bout de souffle. Pas seulement le chagrin de son mariage raté, mais celui des années gâchées, de la confiance détruite, de l'avenir qu'il avait planifié et qui ne se réaliserait jamais. Michael pleura pour la première fois depuis qu'il avait découvert la liaison, des sanglots rauques qui semblaient arrachés à quelque part au fond de sa poitrine. Quand la tempête fut passée, il resta allongé, épuisé, fixant le mur. La colère vertueuse qu'il avait soutenue avait disparu, ne laissant que l'épave de 2 vies, la sienne et celle de Catherine.
David se remettrait, les hommes comme David s'en sortent toujours. Mais Michael et Catherine porteraient ces cicatrices à jamais. À l'aube, Michael prit une décision. Il ne pouvait pas continuer à vivre dans l'ombre de la trahison et de la vengeance. Catherine avait fait ses choix, il avait fait les siens en réponse. Il était temps maintenant de faire un autre type de choix, un choix qui pourrait finalement mener à la guérison plutôt qu'à davantage de douleur. 6 mois plus tard, Michael était assis dans le bureau de son thérapeute, discutant de ses progrès. « J'ai vu Catherine hier, dit-il, observant l'expression du docteur Winters pour voir sa réaction. Au supermarché. Qu'avez-vous ressenti ? Demanda le docteur Winters d'un ton neutre. Michael considéra sérieusement la question. De la tristesse. Pas quelque chose de dévastateur comme avant. Juste, de la tristesse pour ce qui a été perdu. Lui avez-vous parlé ? Brièvement. Elle vend la maison, elle déménage à Seattle. Michael regarda par la fenêtre les feuilles d'automne qui tombaient des arbres. Elle n'est pas avec David, si c'est ce que vous vous demandez. Ce n'était pas le cas, répondit le docteur Winters. Mais vous, l'étiez-vous ? Michael sourit faiblement. Je mentirais si je disais que je n'ai pas vérifié. Apparemment, il a été muté à leur bureau de Boston peu après, tout ça. Tout ça, englobait le gala, le divorce, les mois de démantèlement douloureux d'une vie commune. Michael n'évitait plus d'y penser, mais il ne s'y attardait pas non plus aux signes de progrès, selon le docteur Winters. Vous avez l'air pensif, remarqua le thérapeute. Je pensais juste à la façon dont les choses auraient pu tourner différemment, dit Michael. Si je l'avais confrontée en privé lorsque j'ai découvert la liaison pour la première fois. Si j'avais essayé de comprendre pourquoi elle s'était tournée vers quelqu'un d'autre. Regrettez-vous ce que vous avez fait ? Michael s'était posé cette question à maintes reprises au cours des derniers mois. Je regrette l'humiliation publique. C'était, en dessous de moi. En dessous de ce que je veux être. Il marqua une pause. Mais je ne regrette pas d'avoir mis fin au mariage. C'était déjà fini, je ne le savais tout simplement pas encore. Le docteur Winters acquiesça. Et comment vont les choses à Belridge ? Mieux, en fait. J'ai accepté ce poste de directeur régional. Michael sourit. Celle que Catherine a toujours dit serait trop stressante pour moi. Félicitations. C'est une étape importante. Ça me semble juste. Pour la première fois depuis des années, je fais des choix en fonction de ce que je veux, pas de ce qui s'intègre à notre routine. La séance terminée, Michael traversa le parc près du cabinet du docteur Winters. L'air était vif, les arbres resplendissaient de couleurs automnales. Il avait recommencé à apprécier ces petits plaisirs, des moments de beauté qui existaient indépendamment de sa douleur. Son téléphone sonna. Le nom de Jennifer s'affichait, l'ancienne collègue de Catherine qu'il avait contactée des mois après le gala, initialement pour s'excuser de son rôle dans la facilitation tacite de l'affaire, et finalement pour lui proposer un café. « Salut, Jennifer », répondit-il, en continuant sa promenade. « On tient toujours pour le dîner de vendredi ?» demanda-t-elle. « J'ai trouvé ce nouveau resto vietnamien qui paraît incroyable. »« Absolument », répondit Michael. « J'ai hâte. » Ce n'était pas romantique entre eux, pas encore, peut-être jamais. Mais c'était une connexion, une amitié qui grandissait sur les cendres de son ancienne vie. Jennifer comprenait ses blessures sans qu'il ait besoin de les expliquer. Parfois, c'était suffisant. Alors que Michael raccrochait, il aperçut un couple sur un banc du parc d'âge moyen, se tenant la main, visiblement à l'aise l'un avec l'autre. Autrefois, un tel spectacle aurait ravivé les souvenirs amers de ce qu'il avait perdu. Aujourd'hui, il se contenta de le noter comme une possibilité ou quelque chose qui pourrait exister dans son avenir s'il restait ouvert à cette perspective. Ce soir-là, dans son appartement qui n'était plus un logement provisoire mais un chez-soi qu'il avait délibérément créé pour lui-même, Michael consulta ses emails et trouva un message de Catherine. L'objet était simple, « Merci ». Le message était bref, « J'ai retrouvé la boîte à recettes de ta mère en faisant mes cartons. Je l'envoie à ton bureau. Je sais combien elle compte pour toi. J'espère que tu vas bien. K. » Michael ferma l'email sans répondre. Il n'y avait plus rien à se dire. La colère s'était estompée, ne laissant qu'une paisible reconnaissance d'un chapitre clos. Il ouvrit son ordinateur portable et continua à travailler sur l'itinéraire de voyage pour ses prochaines vacances, un voyage en solo au Portugal, quelque chose qu'il avait toujours voulu faire mais qu'il avait sans cesse repoussé. L'avenir s'étendait devant lui,
non écrit et lui appartenant entièrement pour le façonner. La vengeance qu'il avait consumée lui avait finalement appris quelque chose d'inattendu, que pour aller de l'avant, il ne fallait pas détruire ceux qui l'avaient blessé, mais reconstruire soigneusement son individualité pièce par pièce, jour après jour, choix après choix. Dehors, à travers sa fenêtre, les lumières de la ville s'allumèrent au crépuscule. Michael se prépara à dîner, ouvrit une bonne bouteille de vin et s'assit à sa petite table, n'étant plus hanté par la chaise vide en face de lui. Il leva son verre dans un toast silencieux non pas à ce qu'il avait perdu, mais à ce qu'il pourrait encore trouver. La trahison qui avait failli le détruire était devenue, en fin de compte, le catalyseur de son renouveau.